Alors, les États-Unis et la Russie négocient la fin de la guerre en Ukraine, et les Européens, ainsi que l'establishment néoconservateur américain, paniquent toujours à ce sujet. J'ai déjà fait quelques épisodes là-dessus avec différents invités, mais laissez-moi vous montrer à quel point ces gens sont désespérés en ce moment. Et par le biais du New York Times, je vais aussi illustrer dans quel genre de monde fantastique ils vivent, ou dans quel genre de monde fantastique ils essaient de vous faire croire que c'est la réalité. Après cela, je vous montrerai à quoi ressemble une véritable analyse et nous lirons un ou deux textes sur ce qui se passe réellement. Mais commençons par le New York Times. Je vais donc changer mon écran pour que vous puissiez voir ce qui se passe ici. D'accord. Regardez cette rubrique que le New York Times a, n'est-ce pas? Ce titre englobe tout ce que le New York Times rassemble comme article sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le sous-titre indique qu'une guerre amère et sanglante en Ukraine a dévasté le pays, isolé davantage la Russie de l'Occident et alimenté l'insécurité économique dans le monde entier. C'est intéressant qu'ils aient cette envie de dire que la Russie est isolée, n'est-ce pas? Ils ajoutent qu'elle est isolée de l'Occident, ce qui est certainement vrai. Mais l'idée que la Russie est isolée est encore quelque chose que, même après 3 ans, le New York Times essaie d'inculquer dans l'esprit de ses lecteurs, n'est-ce pas? La Russie est isolée. Alors qu'elle a une relation commerciale fantastique avec la Chine et une relation commerciale fantastique avec l'Inde, elle est très bien connectée à travers le monde, à l'exception des Européens et des Nord-Américains. Mais avec tout le monde, ils commercent. Pourtant ici, l'idée, la présentation d'une Russie isolée est encore, même après 3 ans, super importante pour le New York Times. Et bien sûr, la notion que cela crée une insécurité économique dans le monde est aussi l'une de ces questions que je dois dire. Eh bien, c'est vrai pour l'Europe. Et peut-être que c'est vrai dans une certaine mesure pour l'Amérique du Nord. Bien que là, je ne crois pas que ce soit vrai dans la même mesure. Mais le New York Times, encore une fois, assimile cela, surtout l'Europe, au monde. De quoi parlez-vous? Encore une fois, le pétrole est devenu beaucoup moins cher à acheter pour l'Inde, et les Indiens et les Chinois connaissent actuellement plus de sécurité économique. Comment se fait-il que le New York Times assimile encore l'Europe au monde? Mais bon, c'est comme ça. Et puis, regardons cet article ici, qui est aussi un chef-d'œuvre. Pas un chef-d'œuvre de manipulation, c'est le mauvais mot. À ce stade, c'est tellement mauvais, c'est une telle propagande flagrante que ça crie propagande à chaque page. L'article est intitulé « Trump renverse le récit sur la guerre en Ukraine, blâmant Zelensky, pas Poutine ». Sous-titre « Alors qu'il cherche à négocier un accord de paix avec Moscou, le président Trump réécrit l'histoire de l'invasion de son voisin par la Russie. » Dans cet article, la personne qui l'a écrit, cet homme ici, Peter Baker, se plaint tout le temps que Donald Trump raconte d'une manière ou d'une autre une histoire alternative de la guerre, donne des faits alternatifs et est tellement manifestement faux et un menteur flagrant. Et maintenant, je veux passer en revue avec vous quelques-uns de ces arguments. Je ne peux pas vous montrer l'article entier, car il est derrière un paywall, mais je peux vous montrer des extraits et les discuter. Alors, qui est Peter Baker? C'est le correspondant en chef à la Maison-Blanche et un ancien chef du bureau de Moscou du New York Times. C'est assez fantastique. Cette personne a été à Washington et à Moscou et devrait avoir accès à des informations, mais décide évidemment, ou ses rédacteurs ont décidé, que son article sera orienté de la manière dont le New York Times pense que la réalité devrait être, et non ce qu'elle est. Commençons. L'article commence par le moment où les forces russes ont franchi les frontières en Ukraine en 2022, déterminées à l'effacer de la carte en tant qu'État indépendant. Les États-Unis se sont précipités au secours de la nation assiégée et ont présenté son président,
Volodymyr Zelensky, comme un héros de la résistance. C'est la déclaration d'ouverture. Aucune mention de l'histoire de cette guerre. Aucune mention de tout le temps entre au moins 2014 et 2022, de tous les allers-retours, de tous les problèmes, de toutes les guerres dans le Donbass, des bombardements du Donbass. Rien. Cela établit ce monde, dans lequel un beau matin du 24 février 2022, Poutine s'est réveillé et a décidé d'envahir l'Ukraine par pure méchanceté, n'est-ce pas? Et les États-Unis, étant le chevalier brillant sur le cheval blanc, venant simplement au secours de la pauvre victime, n'est-ce pas? C'est à quoi ressemble ce monde imaginaire de ces gens ou ce qu'ils veulent faire croire, ce qu'ils continuent de répéter. Et c'est exactement ce qui est en train de s'effondrer sous nos yeux. Mais pourtant, le 19 février 2025, c'est encore ce que ces gens écrivent. C'est encore ainsi qu'ils encadrent, qu'ils commencent l'histoire de la guerre en Ukraine dans un article d'actualité. L'article continue ensuite en expliquant pourquoi Donald Trump est un tel menteur lorsqu'il remet en question le récit officiel. Nous devons nous rappeler que c'est le New York Times qui nous dit quel est le récit officiel de la guerre, comment ils veulent qu'il soit. Mais M. Trump a continué à caractériser M. Zelensky non pas comme un défenseur de la démocratie, mais comme un ennemi de celle-ci, écrit M. Baker. Et puis il cite M. Trump, disant qu'il refuse d'organiser des élections, qu'il est très bas dans les sondages ukrainiens, et que la seule chose dans laquelle il était bon, c'était de manipuler Biden comme un violon. M. Trump a écrit, dit M. Baker, que Zelensky est un dictateur sans élection et qu'il ferait mieux d'agir vite, ou il n'aura plus de pays. Ainsi, Baker nous donne ce que dit Trump pour illustrer l'outrance des commentaires de Trump. Puis Baker continue dans son article. Bien que l'Ukraine ait suspendu les élections pendant la guerre, M. Zelensky a été en fait initialement élu par un raz-de-marée en 2019 lors d'un scrutin jugé libre et équitable par la communauté internationale. Contrairement à M. Poutine, un véritable dictateur qui est resté au pouvoir pendant un quart de siècle grâce à des élections largement considérées comme une farce. Et M. Zelensky bénéficie d'un taux d'approbation de 57%, selon un nouveau sondage supérieur à celui de M. Trump. Donc, encore une fois, aucune mention que le mandat officiel de M. Zelensky s'est terminé l'année dernière, en 2024, et que M. Zelensky a suspendu les élections pendant la guerre. Mais aucune mention que maintenant, M. Zelensky a vraiment un problème de légitimité, n'est-ce pas? Peu importe ce que vous pensez de la situation dans la guerre. C'est fantastique pour moi. Et puis bien sûr, citer de nouveaux sondages qui trouvent commodément, je n'ai pas pris la peine de cliquer sur le lien pour voir d'où viennent ces sondages. Parce qu'à ce stade, nous savons que tout type de données de sondage, toute déclaration d'ONG, d'organisation, signifie en gros très peu. Tant que vous n'avez pas réellement d'élection, nous ne saurons pas. Nous ne saurons pas avec certitude. C'est parce que les élections sont importantes. Et aussi, présenter M. Poutine comme un dictateur non élu, alors qu'en fait il est assez clair que ses taux d'approbation sont élevés, qu'il s'en sort plutôt bien. C'est cette autre chose, de la manipulation du cadrage, qui est absolument fantastique. Vous savez, ils aimeraient toujours croire que le peuple russe est sur le point de se rebeller contre Vladimir Poutine, n'est-ce pas? Et il suffit de pousser un peu plus. C'est là que va ce récit. Mais continuons, car M. Baker écrit également que Charles M. Kupperman, qui a été le conseiller adjoint à la sécurité nationale de M. Trump lors de son premier mandat, a comparé les actions du président à celles du premier ministre britannique, qui a tenté d'apaiser Adolf Hitler en acceptant de lui céder une partie de la Tchécoslovaquie. Le nom de Trump sera retenu dans l'histoire comme un artiste de la reddition, tout comme Neville Chamberlain,
a déclaré M. Cooperman dans une interview. Alors réfléchissez une seconde. Comme Baker se souvient qu'il a tout un carnet d'adresses de personnes qui partagent son opinion. Il en appelle donc un pour que cette personne lui dise quelque chose qu'il voulait entendre dès le départ. Et puis il cite cela. Et la chose évidente ici est de comparer Trump à Chamberlain et de dénigrer et de critiquer toutes sortes de négociations de paix, comme de l'apaisement. All kinds of peace negotiations as appeasement. This is the dirtiest of dirty. C'est le plus sale des sales. Un petit tour stupide pour continuer à faire la guerre. Parce que vous prétendez simplement que ne pas aller à la guerre, ne pas continuer une guerre, c'est de l'apaisement. C'est comme s'ils avaient vraiment dû faire de gros efforts pour traîner le mot paix dans la boue. Et l'apaisement est la boue, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on y arrive. Alors, il a trouvé quelqu'un, enfin, je veux dire, des gens ont cette opinion, n'est-ce pas? Il a trouvé quelqu'un avec cette opinion qui lui a dit ce qu'il voulait entendre, et il a mis cela dans son article. Bien joué, M. Baker. Félicitations pour avoir créé un récit et un monde comme vous aimeriez qu'il soit. Baker continue. Baker continues. Donald Trump's disregard for Ukraine later... Le mépris de Donald Trump pour l'Ukraine s'est ensuite transformé en animosité ouverte lorsqu'il a été persuadé que l'Ukraine était intervenue dans les élections de 2016 contre lui, répétant une ligne de propagande poussée par la Russie, qui est effectivement intervenue dans les élections en faveur de M. Trump. Et maintenant, vous l'avez deviné, qu'est-ce qui va suivre? Oui, ce type, ce Baker, relance en fait tout le récit de la collusion de Trump. Le récit de l'ingérence russe. C'est fascinant. Je veux dire, regardez ça. Trump a été poussé lors de son premier mandat par le désir intense de réfuter toute collusion russe dans l'élection de 2016, a rappelé hier M. Cooperman. Il voulait démontrer qu'il avait gagné sans aucune influence ou ingérence extérieure. Et cela le rongeait lorsqu'il s'agissait des allégations selon lesquelles il avait gagné grâce à l'aide russe. L'Ukraine est devenue un moyen de prouver qu'il avait gagné sans aucune aide de ce type. Alors maintenant, ce type que Baker a interviewé essaie en fait de psychologiser, de regarder dans la tête de Trump et de comprendre pourquoi Trump déteste maintenant l'Ukraine. N'est-ce pas? Et il en attribue la cause à la colère de Trump contre l'Ukraine à cause de l'élection de 2016, parce qu'il a été accusé d'ingérence russe. Et Baker lui-même, vous savez, en ayant établi dans la phrase précédente que la Russie était effectivement intervenue dans l'élection en faveur de M. Trump, n'est-ce pas? Il a établi cela comme la déclaration narrative, une vérité qui est maintenant explorée plus en profondeur. Et c'est insensé, parce que nous avons eu non pas une, mais deux enquêtes officielles. Vous vous souvenez du rapport Mueller qui a examiné s'il y avait eu une collusion entre Trump et la Russie, ou si la Russie avait d'une manière ou d'une autre aidé Trump à gagner. Le rapport Mueller a conclu sans équivoque qu'il n'y avait aucune preuve de collusion avec la Russie. Il n'y a aucune preuve que les Russes ont systématiquement soutenu Trump d'une manière qui l'aurait aidé à gagner les élections de 2016. Et puis il y a eu un deuxième rapport pour examiner s'il n'y avait jamais eu une raison de lancer une enquête sur toute cette affaire de collusion, qui a effectivement commencé après 2016. Le conseiller spécial, John Durham, a conclu que le FBI n'aurait jamais dû lancer une enquête complète sur Trump et la Russie. Il n'y a pas un, mais deux rapports de ce type qui sont sortis. Et même les médias grand public ont dû en parler. Je veux dire, c'est CNN, c'est NPR. C'était tellement important qu'ils ne pouvaient pas éviter de rapporter les résultats réels de ces enquêtes. Ils ont clairement indiqué que tout le dossier Steele était en fait lié à la campagne d'Hillary Clinton et était essentiellement un canular. Ce sont les démocrates, depuis 2016, qui ne parviennent pas à comprendre qu'ils ont vraiment, véritablement, onerdu le pouvoir dans une campagne contre Donald Trump et que ce n'est pas la Russie qui a donné la présidence à Donald Trump. Ils ne s'en sont toujours pas remis.
C'est 2025 et ils ne s'en sont toujours pas remis. They're still not over it. It's 2025 and they're still not over it. They are still peddling this lie and this narrative. Ils continuent de colporter ce mensonge et ce récit, selon lequel Donald Trump n'a gagné que grâce à l'ingérence russe, et que maintenant, puisque cela a été allégué, Trump sévit contre l'Ukraine et a des comptes à régler, n'est-ce pas? C'est juste, à ce stade, une compréhension très malade du monde, de la façon dont ces gens veulent que la réalité soit. Et puis, ils prétendent que cette version malade de la réalité, est ce dont Donald Trump ment maintenant. Donc, c'est fantastique pour moi parce que cela devient tellement complètement clair qu'il est vraiment difficile de prendre encore au sérieux quoi que ce soit que ce torchon ici écrit. C'est apparemment le journal de référence des États-Unis. Désolé de le dire. Cela nous laisse donc avec la question: où devrions-nous obtenir des informations fiables si nous voulons lire quelque chose sur ce qui se passe réellement? La meilleure recommandation que j'ai pour tout le monde est de faire ce que beaucoup d'entre nous, universitaires, faisons, c'est-à-dire de nous inscrire à différentes listes de diffusion de personnes en qui nous avons confiance, dont nous savons qu'elles ont une bonne compréhension des événements en cours. Il suffit donc de regarder autour de soi. Permettez-moi de partager quelque chose avec vous. L'une des listes auxquelles je suis abonné est composée de collègues qui envoient de véritables articles de valeur. La plupart de ces articles, curieusement, ne sont pas derrière des paywalls. C'est pourquoi je peux, par exemple, vous lire cet article ici. Celui-ci est dans The National Interest, un magazine fantastique précédemment dirigé par Katrina Vanden Heuvel, et il a fait du très bon reportage. Je veux dire, vous pouvez avoir des opinions différentes sur The National Interest, mais certains de ces articles sont vraiment excellents. Et si vous êtes sur une liste de diffusion de personnes qui s'en soucient réellement, elles vous enverront certains de ces meilleurs articles. Donc celui-ci que je veux vous lire est écrit par un homme appelé Matthew Blackburn. C'est lui ici, qui est chercheur principal au groupe de recherche sur la Russie, l'Asie et le commerce international à NUPI. C'est un groupe de réflexion, et il est également affilié à une université en Europe, j'ai oublié laquelle, mais il fait un très bon travail en examinant les réalités sur le terrain, et il a écrit à ce sujet dans cet article ici, dans The National Interest. Désolé, oui, The National Interest. La prise de conscience de l'Europe, car c'est ce qui se passe actuellement. Les Européens et aussi ces néocons, les gens du New York Times, sont confrontés à la réalité qui s'effondre. Laissez-moi vous lire ceci. Alors que Donald Trump négocie avec la Russie, l'Europe a besoin d'un sens de l'État et d'une réflexion stratégique plutôt que de réactions instinctives, de rhétorique émotive et de panique morale. La faiblesse de l'Europe n'a jamais été aussi ouvertement exposée. Le président Donald Trump a brisé le cadre existant du soutien occidental à l'Ukraine. L'Amérique a officiellement abandonné une quête extrêmement coûteuse et infructueuse de 19 ans pour étendre l'OTAN en Ukraine. L'engagement à garantir que Kiev retrouve son territoire d'avant 2014 est désormais annulé. Les États-Unis n'enverront ni troupes en Ukraine, ni n'étendront l'article 5 à d'éventuels casques bleus occidentaux déployés là-bas. On s'attend maintenant à ce que l'Europe prenne en charge les coûts de la défense et de la reconstruction de l'Ukraine, tandis que l'Amérique cherche à récupérer une partie des 175 milliards de dollars américains qu'elle a dépensés pour la guerre, grâce à un accord lui accordant la propriété des minerais rares ukrainiens. Selon l'envoyé spécial pour l'Ukraine et la Russie, Keith Kellogg, l'Europe n'aura même pas son mot à dire de manière décisive dans l'accord que l'Amérique conclura pour mettre fin à la guerre. Lors d'un sommet d'urgence à Paris, convoqué immédiatement après la conférence de sécurité de Munich traumatisante, les dirigeants européens n'ont pas pu s'accorder entre eux sur une nouvelle position commune.
the Europe's pro-Ukraine commentariat, this is not for Europe's pro-Ukrainian commentariat, this is nothing. Pour les commentateurs pro-ukrainiens en Europe, c'est rien de moins qu'un cauchemar. Eux, ainsi que la plupart des dirigeants européens, ont passé 3 ans à ignorer ou à nier carrément chaque signe que l'Occident est incapable de vaincre la Russie en Ukraine. À chaque tournant, ils voulaient faire tourner la roue de la roulette de l'escalade juste une fois de plus pour affaiblir la Russie. Et permettez-moi de commenter ici personnellement. C'est exactement ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est ce qui était si incroyable pour beaucoup d'entre nous, que les Européens soient prêts à escalader autant, alors qu'ils étaient ceux qui avaient le plus à perdre si ce conflit s'aggravait encore. Mais laissez-moi revenir à l'article. But let me get back to the article. They systematically ignored the evidence of Ukraine. Ils ont systématiquement ignoré les preuves du déclin militaire de l'Ukraine et continuent d'appeler à encore plus de soutien. Leur soutien à l'Ukraine était autrefois résumé par la phrase « Nous soutenons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra ». En 2024, cela a évolué vers « L'Ukraine est sur une voie irréversible vers l'OTAN et nous devons les placer dans la position de négociation la plus forte possible ». Maintenant, en 2025, il y a une troisième version. Pas de négociation sur l'Ukraine, sans l'Ukraine et la paix par la force. Que signifie ce slogan? Le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a qualifié le conflit de guerre coloniale classique qui pourrait se poursuivre pendant encore 10 ans. Et encore, entre parenthèses de ma part, Sikorski est bien sûr le Polonais, le ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque était au Parlement de l'UMEB ou au Parlement polonais, et a écrit un discours de remerciement aux États-Unis lorsque le gazoduc Nord Stream a été saboté. Donc c'est ce Sikorski. Et c'est absolument vrai. Il appartient à ce groupe de fanatiques en Europe qui veulent continuer cela aussi longtemps que possible. Revenons à l'article. Les durs de l'Europe sont tout à fait prêts à voir l'Ukraine se transformer en un État défaillant à la syrienne, tant que la Russie ne gagne pas. La préoccupation morale d'arrêter Poutine ne s'étend cependant pas au peuple ukrainien lui-même, qui doit être sacrifié pour le bien supérieur d'affaiblir et de contenir la Russie. For the greater good of weakening and containing Russia. The hardliners are proposing a truly nightmare. Les durs proposent un scénario véritablement cauchemardesque. L'Europe prolonge une guerre qu'elle ne peut pas gagner jusqu'à ce que l'effondrement de l'Ukraine ouvre une boîte de Pandore, juste au moment où l'Amérique revient sur ses engagements de sécurité. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et Volodymyr Zelensky appellent à une augmentation rapide des dépenses de défense, sous-entendant que le PIB de l'Europe, 10 fois supérieur à celui de la Russie, peut être rapidement converti en une force militaire efficace et déployable. Cela ignore le fait fondamental sur le terrain. L'équilibre des forces a basculé en faveur de la Russie. L'Ukraine manque d'hommes. Le ministre de la Défense de la Lituanie admet que l'armée russe est 3 fois plus grande qu'elle ne l'était en février 2022. Zelensky rapporte que l'armée russe est sur le point de s'agrandir de 15 000 personnes supplémentaires. Pendant ce temps, l'Europe ne peut pas augmenter sa production de défense à temps pour sauver la situation. La Russie les surpasse en production. Et voyez-vous comment cette personne inclut également des liens pour illustrer toutes ces affirmations, en disant par exemple, « Regardez, cela est en fait basé sur des recherches. C'est en fait basé sur ce que vous pouvez trouver, également librement disponible sur Internet. » Donc, ce n'est pas comme si cette information était super bien cachée. Nous ne savons pas exactement combien de personnes l'Ukraine ou la Russie ont perdu, car cela est gardé secret. Mais une grande partie du reste de ce qui se passe en Ukraine est en fait accessible aux personnes qui ont juste une compréhension rudimentaire de l'utilisation d'Internet pour obtenir des informations. Revenons à l'article. Des rapports indépendants ont établi l'état déplorable des principales armées européennes
déficiente, non seulement en soldats formés, mais aussi en armes et équipements, dont une grande partie a déjà été donnée à l'Ukraine. Construire une armée européenne sans le soutien ou le leadership des États-Unis est un défi sans précédent qui prendra une décennie. Le désaccord fondamental parmi les dirigeants européens sur le déploiement de forces de maintien de la paix en Ukraine indique un problème plus profond. L'Europe peut parler, mais ne peut pas agir sans force ou plan unifié. L'Europe ne peut pas affronter la Russie maintenant. Un accord est nécessaire. L'Occident a joué sa carte. Necessary. The West has played its hand, from weapons deliveries to sanctions and diplomacy. Des livraisons d'armes, aux sanctions et à la diplomatie pour isoler la Russie. Il y a de fortes preuves que les problèmes économiques de la Russie en 2023 ne seront pas assez graves pour affaiblir son effort de guerre. Pourtant, de nombreuses voix influentes en Europe continuent de répéter les mêmes vieux clichés sur les raisons pour lesquelles la guerre doit se poursuivre. Le premier cliché concerne les pertes russes, prétendument en hausse vers 1 million, utilisé comme argument pour continuer la guerre au motif que l'Ukraine peut encore se battre. Pendant ce temps, le silence règne sur le sujet des pertes ukrainiennes. Les partisans de la ligne dure ne veulent pas admettre l'ampleur du problème de main-d'œuvre de l'Ukraine. S'ils échouent dans leur effort de mobiliser les hommes de 18 à 20 ans, ils ne pourront pas tenir les lignes de front. Étant donné les nouvelles de la diplomatie américano-russe, peut-on s'attendre à ce qu'un grand nombre de jeunes s'engagent pour mourir dans une guerre qui pourrait bientôt se terminer? Le deuxième trope est que la Russie ne peut être digne de confiance en aucune circonstance. L'apaisement de la Russie encouragera son expansion impériale. Il y a une contradiction évidente entre l'affirmation des pertes russes et l'hypothèse d'une expansion russe continue. Si la Russie est déjà si faible, comment pourrait-elle? Et encore une fois, je dois juste faire un commentaire ici, parce que c'est tellement correct, et cela s'est produit tant de fois dans cette foutue guerre, que l'on nous raconte simultanément une histoire qui, of 1917-style regime collapse, and that it is ready to roll through Europe as the latest incarnation of Nazi Germany. And again, I need to just make a comment here, because this is so correct, and this has happened so many times in this goddamn war, that we are simultaneously told two stories that contradict each other from the same people. Deux histoires qui se contredisent provenant des mêmes personnes. Et ces contradictions sont en fait intégrées dans le récit, parce qu'elles doivent être crues. C'est un mécanisme psychologique, et je ne pense pas que ces personnes le fassent exprès. Mais c'est ainsi que fonctionne la psychologie de la psychose de guerre et de la psychose de crise, que les personnes prises par la psychose perdent la capacité de reconnaître que deux de leurs croyances sont en fait, finalement, en contradiction l'une avec l'autre. Mais elles les revendiquent quand même. Et si quelqu'un ose attaquer l'une ou l'autre, ou le signaler, alors cette personne sera immédiatement exclue du groupe des bonnes personnes, des êtres rationnels. Parce que si vous forciez les gens à reconnaître cette dissonance cognitive, eh bien, ils s'effondreraient, n'est-ce pas? Leur monde s'effondrerait. Et c'est ce que les gens essayent psychologiquement de maintenir en équilibre. Le fait que ces récits stupides créent des moments de dissonance cognitive garantit que les individus ne réfléchiront pas plus profondément aux implications de leurs déclarations. Parce que s'ils le faisaient, ils reconnaîtraient qu'ils sont en contradiction les uns avec les autres. Mais ils ne le font pas. Ou, s'ils essayaient d'aller dans cette direction, ils l'éviteraient. Donc, vous essayez de ne pas réfléchir plus profondément à votre propre système de croyances. Cela est merveilleusement, magistralement souligné ici. C'est juste un autre. Il y avait plusieurs de ces croyances contradictoires sur la Russie. Continuons avec l'article. Let's continue with the article. Fears of further Russian expansion into the Baltics. Les craintes d'une nouvelle expansion russe dans les pays baltes ignorent le fait que la société russe, bien que soutenant l'effort de guerre de leur pays, souhaite largement la paix. Les voix bruyantes et radicales bellicistes en Russie
ne reflète pas les attitudes plus larges des élites et du public. Il n'y a pas de soutien en Russie pour une expansion territoriale sans fin. En effet, il y a de solides raisons de croire que le récit de la soif inextinguible de la Russie pour la gloire impériale est en partie une fantaisie occidentale imposée de l'extérieur. En Russie, le conflit en Ukraine est généralement perçu comme une guerre défensive contre l'expansion de l'OTAN. De toute évidence, le pivot de Trump vers la paix est un rejet des illusions dangereuses des durs à cuire et une victoire du bon sens. Oui, c'est exactement ce que c'est. Comme l'a dit le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, la nouvelle approche repose sur la reconnaissance des réalités de la puissance militaire sur le terrain. Les dirigeants européens doivent maintenant s'adapter intelligemment à cette nouvelle réalité. En proposant de poursuivre la guerre sans le soutien des États-Unis, les partisans de la ligne dure en Europe vendent une recette coûteuse de risques et d'insécurité. En Europe, on demande aux contribuables de payer la facture tout en souffrant de l'austérité et de la récession. Ni les discours audacieux de Trump, ni la rhétorique des partisans de la ligne dure ne devraient détourner l'Europe du point le plus important. Un accord complexe est nécessaire pour assurer la paix en Ukraine et en Europe. Ce qu'il faut, c'est une révision majeure de la manière dont l'Europe peut atteindre une paix durable sur le continent. L'Europe pourrait et devrait s'inquiéter des signaux en provenance de Washington qui ébranlent les fondements de notre pensée sécuritaire. C'est de l'art de gouverner et de la réflexion stratégique, plutôt que des discours émotionnels impulsifs et de la panique morale dont nous avons désespérément besoin. Dans le cadre d'un changement fondamental vers l'autonomie stratégique, l'Europe devra reconsidérer ses relations avec un éventail de pays, y compris la Russie. Il est temps d'accepter qu'une paix durable en Europe sans l'inclusion de la Russie est impossible. Bien que la construction d'une dissuasion défensive soit une nécessité, il faut rappeler que la plus grande réussite de l'UEP est d'avoir inauguré 80 ans de paix et de prospérité sur le continent. Cela devrait être la trajectoire souhaitée. Plus tôt la guerre se termine, plus tôt l'argent des contribuables pourra être dépensé pour reconstruire et intégrer l'Ukraine dans l'UPLO. En ce qui concerne les négociations, les dirigeants européens doivent commencer à parler du monde tel qu'il est, et pas seulement de la façon dont ils veulent qu'il soit. Les déclarations de Trump, Hegseth et Kellogg peuvent être des pilules amères à avaler, mais pour l'Europe, c'est une prescription nécessaire qui est attendue depuis longtemps. Et je ne peux que féliciter Matthew Blackburn du fond du cœur pour une analyse de la situation aussi sobre et bien structurée. Parce que ce pays imaginaire, dont le New York Times fait partie, est juste en amont de toute la presse européenne. Les Européens, même les grands, regardent tout le New York Times et continuent simplement de copier l'état d'esprit et le cadre de ces gens, n'est-ce pas? Et le Washington Post, et ainsi de suite. Ce système de propagande par ruissellement est en place. Et c'est maintenant la réalité qui s'impose, parce que la guerre est une chose terrible, absolument horrible. Mais l'une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle rend les réalités parfaitement claires, parce qu'on ne peut pas les ignorer une fois qu'elles frappent à votre porte. Hitler ne pouvait plus ignorer les Russes ou la victoire des Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il bombardait son bunker. Et nous sommes maintenant proches d'un tel moment. Vous ne pouvez pas vendre ces récits stupides de « nous allons gagner », ça prendra juste un peu plus de temps. Alors qu'en réalité, la défaite militaire est là. Et c'est l'un des problèmes, l'une des choses qui écrase vraiment le récit de l'Occident, auquel ils ne sont pas habitués. Les Européens et les Nord-Américains ne sont pas habitués à voir leur récit entier sur eux-mêmes s'effondrer aussi durement. La guerre du Vietnam a été un moment difficile à surmonter,
les conséquences de la guerre en Irak et toutes les révélations sur les armes de destruction massive qui n'ont jamais existé ont, vous savez, un peu rongé. Cela a enlevé quelque chose au récit principal. Mais cela n'a pas écrasé le récit aussi horriblement que cette fois-ci, il est écrasé. Et c'est ce qui blesse vraiment des gens comme ça. Comment s'appelle-t-il? Ce type, Peter Baker, qui est encore cognitivement dans leur propre petite prison et qui essaie toujours d'affirmer une réalité qui est déjà bien et depuis longtemps révolue. Le dernier élément que je voudrais partager avec vous est quelque chose, encore une fois, d'une liste de diffusion qui m'a été envoyée par Jeff Roberts. Jeff Roberts, si vous vous demandez, est l'historien qui a écrit ce livre sur la bibliothèque de Staline. Il a examiné tous les livres que Staline possédait et a écrit un magnifique livre à ce sujet. C'est un grand historien. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines. Il a une belle page d'accueil. Jeffrey Roberts, historien, biographe et commentateur politique. Jeffrey Roberts, historian, biographer and political commentator. Alors, encore un de ces érudits qui sait très bien de quoi il parle. Heureusement, il envoie aussi des emails. Je recommande de s'inscrire à sa liste de diffusion, qui est très précieuse pour obtenir ce genre d'informations qui circulent partout. À quoi nous alerte-t-il dans cet email? Il nous alerte sur un post Facebook écrit par Alexander Titov, un maître de conférence à l'université Queen's de Belfast. C'est cette personne ici, Alexander Titov. Alors, comment cela fonctionne-t-il, n'est-ce pas? Jeff Roberts est sur la liste de diffusion et il clique sur quelque chose que quelqu'un lui envoie, qui est écrit par d'autres érudits qui comprennent quelque chose. Les érudits et les personnes qui sont vraiment douées pour l'analyse s'envoient des choses parce que nous voulons rester informés, n'est-ce pas? Donc, la sphère d'information de nos jours est étonnamment active avec des emails entre nous. Et donc, Alexander Titov écrit ensuite un très bon post sur Facebook à propos de son analyse sur les raisons pour lesquelles il pense que l'approche actuelle des Ukrainiens et des Européens n'a aucun sens. Son principal argument est que, en termes purement militaires, un cessez-le-feu bénéficierait bien plus à l'Ukraine qu'à la Russie, étant donné l'état des deux armées. Il développe cet argument en disant « Regardez, pourquoi avez-vous si peur des négociations de paix et d'un éventuel cessez-le-feu, alors que le cessez-le-feu est en réalité dans le meilleur intérêt de l'Ukraine? Non seulement pour mettre fin à la destruction, mais regardez où en sont les armées. » M. Titov écrit que, d'abord, bien qu'il y ait de réels problèmes avec les forces armées ukrainiennes, il n'y a aucune preuve d'un effondrement imminent. Énorme. Ils tiennent leur ligne, souvent dans des circonstances très défavorables. Il n'y a pas de reddition massive de part et d'autre, et de nouvelles recrues rejoignent encore les forces armées ukrainiennes. Et permettez-moi d'intervenir ici, c'est aussi une réalité, n'est-ce pas? Juste parce que certaines personnes croient davantage au récit russe, ou pas au récit russe. Désolé, je devrais reformuler cela, parce que nous avons cette tendance que lorsque nous n'aimons pas quelque chose, ou qu'il se passe quelque chose, nous pensons automatiquement que tout est mensonge. Mais nous avons vu cela, surtout sur YouTube, assez souvent au cours des 1 ou 2 dernières années, que chaque fois qu'un bastion ukrainien était pris, cela nous était présenté comme l'effondrement de l'armée ukrainienne. Et c'est l'effondrement, c'est la fin, n'est-ce pas? Et l'Ukraine est maintenant au bord de l'effondrement complet. Et jusqu'à présent, 3 ans plus tard, cela ne s'est pas réalisé. Je veux dire, l'armée elle-même, tout l'appareil militaire de l'Ukraine est sous une très très forte pression. Évidemment, mais elle ne s'effondre pas, comme cela a été prédit de plusieurs côtés à plusieurs reprises. Donc, je pense que c'est une analyse très sobre. Oui, les forces armées ukrainiennes perdent cette guerre, mais elles n'en sont pas au point où tout le monde jette simplement ses armes et s'enfuit. Ce n'est pas ce qui se passe, n'est-ce pas?
Alors, il essaie de faire une comparaison des deux. Into a comparison of the two, and he still comes to the conclusion that the Ukraine. Et il en arrive toujours à la conclusion que l'armée ukrainienne devrait être la première à vouloir un cessez-le-feu, n'est-ce pas? Ce que les Russes savent probablement aussi, c'est pourquoi ils ne sont pas disposés à accepter un cessez-le-feu avant d'avoir un accord clair avec les Américains, les Européens et les Ukrainiens. Continuons la lecture. La désertion est un problème sérieux dans l'armée ukrainienne. La désertion se produit principalement lors des rotations ou avec de nouvelles unités avant qu'elles n'entrent réellement en action. Il dit donc que ce n'est pas quelque chose qui est au point où les désertions détruiront complètement l'armée ukrainienne. Et c'est évidemment vrai, car ils sont toujours là. That's obviously true because they're still standing there. The problem with the UAF is that they are Le problème avec l'UAF est qu'ils sont surmenés. Ils n'ont pas de réserve et tiennent souvent des positions désespérées pour des raisons politiques. L'UAF a des désavantages logistiques par rapport à la Russie, comme un manque d'approvisionnement fiable en systèmes d'armes clés et la domination russe dans certains types d'armes. Ce qui est également évident dans le développement de cette guerre, car en ce moment les Russes parviennent à capturer un endroit après l'autre, n'est-ce pas? Donc, c'est une partie du contexte expliquant pourquoi cela se produit. L'UAF souffre également de pénurie de main-d'œuvre, avec de nombreuses unités opérant à 40-50% de leur force supposée. En essence, les forces armées ukrainiennes souffrent clairement de certains des mêmes problèmes que l'armée russe en 2022. Un leadership médiocre, une organisation et une coordination chaotique, un sous-effectif chronique, un manque de rotation et de réserve. Cependant, l'armée russe de la fin 2022 à 2023 est passée à la défensive, s'est regroupée, a reconstruit sa force, s'est organisée, a vaincu la contre-offensive ukrainienne à l'été 2023 et a commencé sa propre offensive lente mais régulière à partir d'octobre 2023 qui se poursuit à ce jour. Une interjection de ma part. N'oublions pas que les Russes ont clairement indiqué que leur principal objectif n'était jamais de gagner beaucoup de territoire. C'était de dégrader, de s'assurer que l'armée ukrainienne ne représenterait plus une menace ou que le matériel de l'OTAN en Ukraine ne représenterait plus une menace pour la Russie. C'est une doctrine de dégradation des forces ennemies, n'est-ce pas? Comme certains de mes invités l'ont également souligné. Et je pense que cette chronologie ici correspond à peu près à ce que nous voyons. Donc maintenant, les Russes avancent lentement mais sûrement et continuent d'affaiblir la progression ukrainienne. Maintenant, il s'agit en partie de territoire. Mais pendant longtemps, la stratégie russe n'était pas celle-là. Donc nous continuons dans l'article. L'armée russe de 2025 est mieux dirigée, organisée, armée et approvisionnée qu'elle ne l'était en 2022 à 2023. Les forces ukrainiennes, en revanche, se sont détériorées. Ils ont perdu leur avantage initial de supériorité numérique qu'ils avaient grâce à une mobilisation précoce et à un grand nombre de volontaires en 2022, dont la plupart avaient une expérience de combat acquise lors de leur service dans l'ATO contre les séparatistes du Donbass de 2014 à 2022. Donc mon impression, dit l'auteur du texte, est que le commandement russe se prépare pour une campagne décisive au printemps ou à l'été 2025. C'est donc la trajectoire. Nous ne savons pas si c'est vrai ou non, mais d'accord, c'est une prédiction raisonnable. Une chose raisonnable à attendre en voyant comment la guerre s'est développée et a été menée par ces deux armées, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'auteur, M. Titov, arrive à sa conclusion finale, la conclusion logique. C'est pourquoi je ne comprends pas les partisans ukrainiens qui sont si horrifiés par la perspective de pourparlers de paix initiée par Trump. Ce ne sera évidemment pas une paix agréable pour l'Ukraine, mais ce n'est pas comme si Trump allait arracher une victoire à Zelensky. Il est clair que plus la guerre dure,
plus l'Ukraine subira de pertes, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Pourquoi est-ce que je vous lis cela? Je vous le lis pour vous montrer comment les gens construisent un argument rationnel basé sur une analyse sobre de la corrélation des forces et des réalités que nous voyons sur le terrain. C'est exactement pourquoi le monde de fantaisie lunatique de personnes comme M. Baker est finalement voué à l'échec. Parce que ces récits se heurteront au problème que la réalité fonctionne différemment. C'est absolument tragique, cependant, parce que ce monde de fantaisie des Baker et compagnie est ce qui nous a donné cette guerre. C'est ce qui nous a donné cette image complètement fausse de la Russie, et cette idée que la Russie est facile à vaincre, parce qu'elle n'est vraiment qu'une station-service déguisée en pays. Beaucoup de cela est en fait un manque de connaissances, et être vraiment stupide dans votre évaluation de l'autre côté significatif de l'ennemi, n'est-ce pas? Si vous voulez le formuler ainsi, en fin de compte, la stupidité vous mordra les fesses. Je suis reconnaissant envers des personnes comme Alexander Titov, David, Jeffrey Roberts et Matthew Blackburn, des personnes sensées et intelligentes qui essaient de nous donner un aperçu du développement, non seulement de ce qui se passe quotidiennement sur le terrain, mais qui tentent ensuite de créer des arguments et des analyses rationnelles à ce sujet. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Et je me demande combien de temps il faudra avant que nous retrouvions cela dans les médias grand public. Je me demande si nous l'avons déjà eu. Je devrais revenir en arrière et vérifier. Mais le fait que cela ne soit pas présent dans des endroits comme le New York Times et le Washington Post, et dans tous les médias européens en cascade, c'est ce qui nous donne cette illusion de guerre qui, je pense, nous a presque conduits au point d'un échange nucléaire avec la Russie. Voyons combien de temps cela prendra avant que l'équipe de la raison ne reprenne le volant, également dans le grand public. Merci beaucoup. Thank you very much.